Bonsoir tout le monde. Un petit topo introductif, histoire de chauffer la salle et d'expliquer un petit peu pourquoi l'orthodontie, c'est pas que un traitement esthétique et pourquoi la kinésio-faciale et l'orthophonie sont indispensables et sont liées complètement à nos pratiques et puis aux pratiques des orthodontistes. Pour cela, le lien, ça va être les troubles respiratoires obstructifs du sommeil. On ne parle plus de syndrome d'apnée du sommeil, mais de troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l'enfant, parce que ça correspond à plusieurs pathologies qui partent du ronflement simple jusqu'au syndrome d'apnée du sommeil. Et toutes ces pathologies-là sont à traiter et à diagnostiquer. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le type 1, puisqu'on a trois types différents de TROS. C'est le type 1 qui va nous concerner, dont la fréquence maximale est autour de 5 ans, 6 ans, et donc se rencontre entre 3 et 8 ans et concerne 3% de nos enfants. Ce sont les anomalies adénoïdiennes, amygdaliennes, qui vont créer des problèmes de croissance maxillofaciale. À côté de ça, on a le type 2 qui est essentiellement l'obésité, le type 3 qui sont des syndromes polymalformatifs le plus souvent, soit par exemple la trisomie 21, la chondroplasie, le Pierre-Robin ou les myopathies, et puis d'autres pathologies plus rares. Chez un enfant, comment on peut diagnostiquer cliniquement simplement un TROS? Donc il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs, c'est bien évidemment le ronflement, mais on ne va pas considérer qu'un enfant est ronfleur pathologique parce qu'il ronfle fréquemment. Un enfant, c'est souvent enrhumé, c'est souvent plein de maladies, et donc le ronflement n'est pathologique que si il persiste dans le temps, c'est-à-dire plus de 3 mois. Un enfant qui va ronfler 3 semaines et être bien une semaine, ça ne rentre pas dans les critères. Bien évidemment, les parents peuvent nous décrire des apnées, et puis on peut constater également des reprises inspiratoires bruyantes. À côté de ça, souvent, dans les troubles respiratoires obstructifs de l'enfant jeune, c'est-à-dire de moins de 7-8 ans, l'enfant ne va pas être du tout fatigué, mais au contraire va être agité, avoir de l'irritabilité, des difficultés d'attention, des troubles de la croissance staturopondérale. Et ça, c'est des signes qu'on va rencontrer également dans d'autres pathologies, comme par exemple le TDAH. Et d'ailleurs, un des diagnostics différentiels du TDAH, ça va être le TROS. Dans les signes cliniques mineurs, on va avoir tout ce que vous connaissez aussi, c'est-à-dire le sommeil agité, les parasomnies, que ce soit somnambulisme, le fait de parler la nuit, le fait de grincer des dents, l'hyperduodécation qui est un grand classique mais qui n'est vraiment pas pathognomonique de l'apnée du sommeil. L'énurésie tardive, ça peut être également intégré dans cette pathologie-là. Et puis sur les signes diurnes, on va avoir notamment les troubles des apprentissages, les difficultés scolaires. Les maux de tête sont rares, la somnolence aussi. La respiration buccale, c'est vraiment un signe qui est essentiel à rechercher, qui est souvent lié à une obstruction nasale, à une rhinite chronique. Donc une fois qu'on suspecte cliniquement des TROS chez un enfant, il va falloir l'examiner. Et l'examen ORL, déjà à l'examen endobuccal à la baisse langue, c'est facile à voir s'il a des grosses amygdales. Avant même de regarder les amygdales, on va regarder son faciès. Et là, on a typiquement ce que j'appelle moi une gueule de SAS. C'est un faciès adénoïdien avec la bouche ouverte, avec une face qui est longue. Et la face qui est longue, c'est que normalement, quand on a... Ouais, je tremble, pas possible, je deviens vieux. Quand on a une croissance maxillofaciale qui est normale, on a le tiers supérieur qui est égal au tiers entre l'implantation de l'arête nasale et le bout du nez, et puis ce tiers-là qui est également égal. Et on voit que dans les faciès adénoïdiens, cette croissance se fait avec une face qui est plongeante et une augmentation de la longueur de la face. Ça, on vous en reparlera. Et pour préciser les choses, l'examen ORL avec la nasofibroscopie est quelque chose d'essentiel pour aller rechercher notamment les végétations et l'aspect obstructif des amygdales en arrière du pharynx. L'examen clinique, toujours en endobuccal, est intéressant. Et là, ça concerne la prise en charge orthodontique avec des palais qui peuvent être très ogivales, des dents qui ne sont absolument pas du tout bien placées,
et des fois qui sont même jointives, alors que chez l'enfant, on doit avoir des écarts entre chaque dent, et il faut que ce soit respecté. Des fois, tellement la bouche est petite que les dents se collent l'une à l'autre, et chez l'enfant, ça, c'est complètement anormal. On va rechercher des freins de langue qui vont entraîner une position basse de la langue et donc des problèmes respiratoires nocturnes. L'examen clinique sur le profil, également intéressant, avec on va rechercher souvent une rétromandibulie. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut regarder également la respiration buccale et la déviation de la cloison nasale. Une fois que nous avons fait le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil de l'enfant, ou du moins de troubles respiratoires obstructifs, il va falloir traiter l'enfant. Et le traitement de l'enfant est le plus souvent pluridisciplinaire. Donc la prise en charge ORL éventuellement par une chirurgie s'il y a des grosses amygdales, de grosses végétations. L'orthophonie, la kinéromofaciale, l'orthodontie en cas de problème de la croissance maxillofaciale. Traitement du nez bien évidemment s'il est bouché. Traitement de l'allergie. La diététique s'il est obèse. Et la PPC, on le verra, est vraiment pas un traitement qui soit préconisé, du moins en première intention. Le traitement va passer donc par un pente médicale, soit par des corticoïdes nasaux, soit par des antihistaminiques. Les antilocotriennes, c'est-à-dire le montelukast, n'a plus l'AMM et n'est plus recommandé du fait des troubles d'insomnie psychiatrique qui peut entraîner. Il donne des agitations, des problèmes de sommeil, des problèmes de comportement. Donc maintenant, on ne doit plus le donner chez l'enfant. La rééducation oromofaciale et l'orthodontie est vraiment quelque chose à prendre en considération. Quelqu'un chez un enfant qui va être un respirateur buccal, qui a un problème de l'articulé dentaire, qui a des problèmes de praxie linguale, une anomalie posturale. Et éventuellement, on peut avoir une prise en charge chirurgicale, mais tardivement, le plus souvent, on va s'attacher sur le plan médical à traiter l'enfant, et généralement, il y a beaucoup à faire, éventuellement même plusieurs fois. Ce n'est pas des échecs de traitement quand on le reprend plusieurs fois, c'est qu'il faut souvent accompagner la croissance. Et la PPC est vraiment le dernier recours quand on n'arrive pas à s'en sortir. Donc la PPC chez l'enfant de moins de 16 ans, c'est vraiment après échec des autres alternatives thérapeutiques basées sur des critères objectifs. Donc il faut qu'il y ait des apnées du sommeil, il faut qu'il y ait des désaturations, il faut qu'il y ait des signes cliniques objectifs qui soient francs. On ne va pas mettre une PPC parce qu'un enfant est simplement un petit peu agité et qu'il a quelques événements respiratoires nocturnes. Et forcément, il faut qu'on soit tous d'accord qu'il n'y a pas d'autre thérapeutique alternative à la machine, c'est-à-dire que l'ORL nous dise « moi je peux rien faire », que le pédiatre nous dit « bah ouais, franchement, il va pas bien », et puis que sur le sommeil, on voit qu'il y a une indication formelle à le traiter. Et cette machine va essentiellement concerner les types 3, donc les anomalies génétiques, de temps en temps l'obésité, quand la prise en charge médicale n'est pas suffisante, et exceptionnellement dans les types 1, quand on n'arrive pas à s'en sortir. En fait, le message que j'aimerais faire passer ce soir, c'est que pour éviter qu'on arrive à des drames que nous on rencontre tous les jours, ça c'est le papa, ça c'est l'enfant, et le papa on peut penser qu'il ressemblait à ça quand il est gamin, c'est qu'il faut le traiter à cet âge-là, et non pas à cet âge-là, où on ne peut plus faire grand-chose si ce n'est lui mettre en place une machine. Et là, donc il faut que l'enfant ne ronfle pas. Il faut qu'il respire par le nez, ça c'est fondamental. Il faut que la langue soit bien placée. La langue, c'est le seul muscle qui repos est en l'air. Il faut faire attention aux problèmes de tétine, de biberon, d'allaitement prolongé. L'allaitement en dessus de 6 mois, ce n'est pas forcément très conseillé, et le biberon doit être arrêté à l'âge de 2 ans. Et la tétine persistante, ça va entraîner également des réflexes de succion persistants, des réflexes de succion primaire persistants qui vont altérer le placement de langue, la croissance maxillofaciale. Et donc cette croissance maxillofaciale doit être surveillée surtout si on a des parents qui ont un faciès, une face longue, un faciès adénoïdien. Et lorsqu'on a diagnostiqué un enfant, il ne faut pas faire comme on le faisait dans notre jeune temps, une orthodontie tardive, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans, c'est bien trop tard. Une prise en charge orthodontique, elle doit être débutée
avant l'âge de 7 ans, si possible. Et bien sûr, cette prise en charge orthodontique n'est faisable que si on a réglé les problèmes ORL associés. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer une orthodontie si jamais il y a des grosses amygdales qui sont obstructives. Il faut d'abord qu'ils voient l'ORL. Donc on a, dans tout ça, une prise en charge qui est multidisciplinaire et qui est essentielle. Et nous avons entre orthodontistes, kinémofacial, orthophoniste, ORL, des discussions de temps en temps sur certains enfants où on se renvoie la balle en disant qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir améliorer le petit patient. Et maintenant, que je vous ai introduit tout ça, je vais laisser la place aux orthodontistes pour commencer et à Raphaël en particulier. Merci. Je vais juste mettre l'ordinateur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Thierry pour cette introduction. Donc moi j'ai le plaisir de vous présenter ma conférence qui s'intitule « Au-delà du sourire, comprendre l'impact des dysfonctions orales sur la santé ». Nous allons voir ensemble comment certaines habitudes qu'ont nos patients peuvent influencer non seulement la qualité de vie et la croissance en général, mais aussi du coup la morphologie faciale et donc l'esthétique du visage. Et nous allons voir comment nous, les orthodontistes, on peut avoir notre rôle à jouer là-dedans. Donc pour commencer, faisons un bref rappel sur les grandes fonctions orales. On a la ventilation, la déglutition, la phonation ainsi que la mastication. Et ces 4 fonctions sont en relation étroite avec la posture de la langue. Et lorsqu'elle s'exerce correctement, la croissance faciale peut se faire d'une façon harmonieuse et en interaction évidemment avec les facteurs génétiques. Mais lorsque ces fonctions ne fonctionnent pas bien, on va voir apparaître des dysfonctions. Et ça va entraîner une cascade de conséquences qui sont peut-être pour vous inconnues ce soir. Mais c'est sur ça que nous allons explorer ensemble au fil de la conférence. Donc pour commencer, parmi toutes ces fonctions, celle qui est la plus déterminante ou celle qui va avoir les conséquences les plus graves, comme vient de le dire Thierry, c'est la ventilation. Le nez, on l'a tous appris, il joue un rôle évidemment dans l'olfaction. Il va avoir un rôle pour réchauffer, filtrer et humidifier l'air qu'on respire pour que quand il arrive dans nos poumons, ce soit un air qui n'est pas trop agressif. Ça, on l'a tous appris à la faculté. Mais en réalité, le rôle du nez va vraiment bien au-delà de ça et mérite toute notre attention. Donc le nez, pour rappel, la ventilation physiologique, c'est une respiration nasale qui est permanente, constante, que ce soit le jour comme la nuit. La ventilation buccale, ou plutôt orale, elle doit se faire uniquement lors d'un effort physique qu'on décrit comme intense. Parce que les muscles vont avoir besoin d'oxygène, et s'ils ont besoin d'oxygène, on va avoir un apport d'air qui doit être plus important, et c'est ce que permet la bouche. Mais en revanche, les activités du quotidien, comme monter quelques escaliers, ne devraient pas nécessiter l'utilisation de la ventilation orale. Et si ça arrive, c'est déjà de l'ordre du dysfonctionnel, en fait. Donc, chacun son rôle. La bouche, elle est faite pour manger, et c'est la première étape de la digestion. Et le nez est fait pour respirer, et ça, c'est la voie physiologique de la ventilation. Et comme je dis souvent à mes enfants, si tu respires, mes patients, si tu respires par la bouche, mange avec ton nez. Et là, souvent, on me regarde avec une tête un peu bizarre, mais c'est vrai, il ne faut pas inverser les rôles parce que ça a des vraies conséquences. Donc, la première question qu'on va se poser ce soir, c'est que se passe-t-il quand un enfant respire par la bouche ? Il va y avoir des conséquences qui sont systémiques, des conséquences dentaires et des conséquences orthodontiques. D'un point de vue systémique, ça va impacter l'asthme. Si, quand on respire par le nez, si quand on respire par la bouche, on n'a pas la filtration, l'humidification, et que l'air qui arrive dans nos poumons est un air agressif, on se doute bien que dans l'asthme, qui est une maladie inflammatoire chronique, ça va avoir des conséquences. Et donc, une ventilation orale entretient, aggrave l'inflammation chronique, augmente la réactivité des bronches et favorise les crises d'asthme. Là-dessus, j'ai trouvé 2 études très intéressantes. Une de 2014 qui a été publiée dans le PLOS Médecine, où en fait ils ont pris des patients asthmatiques avec un groupe témoin de 27 000 patients,
où il n'y a rien de particulier qui a été fait à part un suivi de l'asthme sur 1 an, et un groupe où en fait on a fait l'ablation des végétations et des amygdales sur donc 13 000 patients. Et là, les résultats ont montré une diminution significative des crises d'asthme, des visites aux urgences dues à l'asthme, des hospitalisations de moins de 35% et de la prescription des médicaments pour l'asthme. Donc, le fait de retirer les végétations et les amygdales qui permet de mieux respirer par le nez, on voit que dans l'asthme, ça a un réel impact. Et la deuxième étude, là, a été faite à beaucoup plus grande échelle, en Corée de 2006 à 2017 et là publiée récemment en 2023. On a un groupe témoin donc, de 730 000 patients et il y a 243 000 patients qui ont été opérés des végétations et des amygdales et on a exactement les mêmes conclusions avec une diminution des consultations, des jours d'hospitalisation et des prescriptions de médicaments pour l'asthme. Donc l'amélioration du contrôle de l'asthme est une réalité après avoir rétabli une ventilation nasale. Thierry l'a dit, on va aussi avoir un impact au niveau du sommeil. Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, quand un enfant respire par la bouche la nuit, ça peut avoir des conséquences. Quand on respire par le nez, l'air, si on schématise, il va emprunter un chemin et il va pouvoir un peu comme ventiler l'hypothalamus antérieur. Et cette glande, elle est importante dans la qualité du sommeil et dans la thermorégulation du corps pendant le sommeil. Et en fait, quand on va respirer par la bouche la nuit, eh bien, l'air ne va pas prendre le même chemin et ça ne va pas permettre de ventiler cette même zone. Et donc, là, on va avoir un dialogue de sourds entre le cerveau et le corps. Le cerveau qui n'est pas ventilé par la respiration nasale va croire qu'il a chaud, donc il va envoyer un message au corps pour lui dire bah, « copain, t'es mignon, mais en fait, moi, là, j'ai chaud, tu me retires la couette ». Le corps obéit, mais en fait, lui, il n'avait pas spécialement chaud. Et donc, le corps, au bout d'un moment, va dire au cerveau « non, mais là, t'as déconné, remets-moi la couette ». Et donc, il va y avoir des échanges comme ça toute la nuit entre le corps et le cerveau qui vont provoquer des micro-éveils. On ne parle pas ici d'apnée, mais d'une altération, en tout cas, de la qualité du sommeil et d'avoir un sommeil qui est agité. Et puis, comme on a parlé Thierry, on va avoir les TROS, donc les troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Donc ça va de la bronchopathie simple, qui peut être sans symptômes, comme tu l'as dit. On peut avoir aussi des syndromes de haute résistance, des hypopnées jusqu'aux apnées du sommeil, ce qu'on appelle le SAOS, avec des comorbidités qui peuvent être associées. Et en fait, dans tous ces cas, eh ben, ce sont des patients qui respirent par la bouche. Alors, comment ça va marcher, les apnées obstructives? Donc là, on ne va pas parler des apnées qui sont d'origine centrale, ça n'a rien à voir. Mais pendant le sommeil, on va avoir un réel relâchement du tonus musculaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la paroi antérieure et la paroi postérieure de l'oropharynx qui vont venir se coapter, bloquer le passage de l'air et donc provoquer l'apnée. Et là, vous pouvez me dire, bah, c'est mignon, mais en fait, le blocage, il est au niveau de la gorge. Quel rôle le nez a joué là-dedans? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'une simple résistance au niveau du nez, au niveau de la ventilation, va provoquer une dépression au niveau du passage de l'air et favoriser cette coaptation des parois antérieures et des parois postérieures. Là, je vous ai mis une vidéo. Alors, le son, il va sortir de mon ordinateur. Voilà, alors ça c'est une vidéo d'un parent qui a mis ça sur YouTube et c'est comme ça que ça se passe en vrai. On voit bien que le patient, là, le petit, il respire par la bouche, un peu la tête en arrière. On voit ses muscles du coup là qui se contractent pour essayer de faire passer l'air et ça passe pas, il est en pleine apnée. Puis après, on voit le réflexe derrière où il se réveille. Et donc ça, on ne peut que s'imaginer que ça va avoir des conséquences derrière. Donc les comorbidités associées, on va avoir évidemment des complications cardiovasculaires avec de l'hypertension par exemple, c'est pas réservé qu'aux adultes, une diminution des défenses immunitaires, une inflammation systémique, une cassure de la courbe de croissance, des énurésies
tardive. Et puis, comme l'a dit Thierry, ça va aussi jouer sur l'humeur. Un cerveau qui se repose pas bien, on va avoir de l'irritabilité, de l'agitation. Ça va forcément influer sur son humeur à un âge où le patient est en pleine formation aussi de sa personnalité. Et donc, tout ça va avoir des rôles plus tard. Et puis, on a aussi de l'hyperactivité. Et donc, ça, il faut vraiment bien faire attention. Là, c'est plus pour, évidemment, les médecins, à faire très attention, à ne pas confondre avec les TDAH. Et puis, on a aussi quelque chose qui est très important, qui a été publié en 2015. On se rend compte que ces patients qui ont un sommeil de mauvaise qualité nous dit que le déficit cognitif est plus important chez les patients présentant atroce. C'est-à-dire que c'est des patients qui vont avoir une diminution de l'intelligence générale, de l'apprentissage, de la mémoire, du langage, des pensées analytiques, des capacités mathématiques. C'est des patients en fait, qui ne progressent pas parce qu'ils ont un cerveau qui n'a pas le temps de se reposer, de se construire. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment intercepter. Les conséquences, elles vont également être dentaires. Au niveau dentaire, on va avoir une sécheresse buccale. Comme vous le savez, la salive, elle a un rôle. Elle est faite pour protéger les dents. Elle nettoie, elle neutralise les acides et participe à la défense contre les bactéries. Donc cette sécheresse, elle va provoquer des fois des halitoses, augmenter le risque de carie, de sensibilité, et va aussi provoquer des gingivites extrêmement caractéristiques. Alors là, l'image, elle est très rose, mais en fait, sur la photo, on voit bien, sur les côtés, il y a aucune inflammation gingivale. Et devant, on le voit regardez pas trop la couleur, mais on voit bien à la gencive qu'elle est beaucoup plus épaisse. Et on voit même un petit peu de tartre à l'avant des incisives. Et donc ça, c'est vraiment un signe d'une ventilation orale. Un patient qui a une gingivite extrêmement localisée, alors qu'il se brosse bien les dents, regardez la ventilation. Et là, sur cette patiente, et ben en fait, on se rend compte, la respiration ne va pas, les lèvres sont ouvertes et les dents sont vers l'avant. Et ben généralement, chez ces patients qui n'ont pas de protection au niveau des lèvres, et ben quand ça cogne, généralement ça casse. Donc on a souvent des fractures d'incisives comme ça. Et puis ensuite, au niveau orthodontique, et ben c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué et nécessiter quelques rappels anatomiques. Donc si on compare le crâne d'un nouveau-né avec le crâne d'un adulte, on va constater une différence majeure. La boîte crânienne, elle a pratiquement déjà atteint sa taille définitive à la naissance parce que le cerveau a grandi et que du coup le crâne a suivi. Mais pendant la grossesse, le fœtus, il ne va pas stimuler beaucoup sa mâchoire. Et donc on a une partie inférieure du visage qui est complètement atrophiée. Et donc la croissance, on le sait tous, eh bien, au niveau du massif facial, elle va se faire par les sutures. Les sutures, il faut les mettre en tension pour que derrière, l'os grandisse. Et c'est ce développement du maxillaire qui, du coup, va conditionner la position de la mandibule derrière. Ça va conditionner l'élargissement des fosses nasales. Ça va conditionner aussi la projection des pommettes dans le visage. Et donc, comme l'a dit Thierry, la langue, c'est vraiment le chef d'orchestre de cette harmonie faciale. Si on regarde un peu plus près, au niveau du maxillaire, il y a plusieurs choses qui vont se produire. Donc, quand le patient va respirer par la bouche, les lèvres vont s'ouvrir, la langue va s'abaisser pour pouvoir laisser passer l'air, et la mâchoire du bas va s'abaisser. Or, eh ben, comme on l'a vu, pour que le maxillaire y grandisse, on a la suture intermaxillaire au milieu, et c'est la langue qui doit venir en position physiologique, se mettre au niveau du palais. À chaque fois que la langue va stimuler cette suture intermaxillaire, elle va faire grandir la mâchoire. Mais si la langue est obligée d'être baissée pour pouvoir laisser passer l'air, eh ben cette mâchoire du haut, ce maxillaire, il ne va pas pouvoir grandir. Et s'il ne veut pas grandir, eh ben les fosses nasales ne peuvent pas non plus correctement grandir. Ensuite, au niveau de la mandibule a deux orientations de croissance principales. On a ce qu'on appelle la rotation antérieure, c'est les patients hypodivergents, c'est les patients qui ont un étage sous-nasal diminué, ceux qui ont les mâchoires carrées. Et puis on a également une rotation qui s'appelle postérieure, c'est les patients hyperdivergents avec un étage sous-nasal qui est beaucoup plus augmenté. Et c'est un visage qui va être plus allongé.
Donc bien sûr, c'est encore une fois sous l'influence de la génétique, mais le fonctionnel peut influencer cette trajectoire. Et un enfant qui va respirer par la bouche, que ce soit la nuit ou en permanence, eh bien, en augmentant, en respirant par la bouche, la mâchoire du bas va descendre et va grandir vers le bas. Donc plus la croissance elle est verticale, plus la distance pour fermer les lèvres est grande, donc plus ça va être difficile de fermer les lèvres, et plus derrière, ça va être difficile d'avoir une croissance harmonieuse, parce que plus ça grandit mal, et là on va rentrer dans un cercle vicieux. Et donc ce cercle vicieux, il peut être vicieux ou vertueux. Donc si la respiration elle est correcte, elle est nasale, on va pouvoir avoir des fonctions comme la mastication, la déglutition, etc., qui vont pouvoir se faire de façon normale. La langue va pouvoir bien se positionner, et on va avoir une croissance physiologique. À partir du moment où on va avoir une perturbation, donc une rhinite allergique, un frein lingual qui est court, une hypertrophie des végétations, des amygdales, et là on va entraîner la dysfonction. Et si la langue se positionne de façon basse, le maxillaire ne va pas grandir, les fosses nasales ne vont pas grandir, l'enfant pourra encore moins respirer par le nez, la mâchoire va encore grandir de façon encore plus vers le bas et vers l'arrière, et là on rentre donc dans ce cercle vicieux. Pour imager un petit peu, on voit sur ces photos, donc on va aller de gauche à droite. À gauche, on va avoir un défaut de croissance transversale. Ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que la mâchoire, c'est comme une boîte. On a la mâchoire du bas, c'est la boîte, et la mâchoire du haut, ça va être le couvercle qu'on va venir mettre autour de la boîte. Et là, si on regarde cette photo, on a la mâchoire du haut, en fait, qui, des deux côtés, se positionne à l'intérieur de la mâchoire du bas. Et ça, c'est pas physiologique. Au milieu, cette petite patiente, on voit bien que là, au repos, elle a les lèvres qui sont ouvertes. Sur la radio, on voit que la croissance, elle est complètement verticale. Et si on la regarde de face, quand on lui demande de fermer les lèvres, on va avoir cette contraction des muscles de la houppe du menton. Et ça, c'est pas physiologique. Si vous demandez à un patient ou à votre enfant de fermer les lèvres et qu'en les fermant, le menton se contracte, ça, c'est pas bon. Et à droite, on voit les défauts aussi dans le sens antéro-postérieur. Cette mâchoire du bas, elle va grandir vers le bas, mais elle va aussi grandir vers l'arrière. Et on va avoir des décalages entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. On va avoir des problèmes aussi alvéolaires. Forcément, si la mâchoire ne grandit pas, à un moment donné, on va avoir un manque de place. Et généralement, pareil, ce que je dis à mes patients, c'est si on essaye de garer 10 voitures dans un parking qui n'a que 8 places, ça ne marche pas. Et là, on voit sur cette photo qu'on doit mettre en place des incisives latérales dans des espaces qui sont très petits, avec un palais hyper profond et des arcades qui sont en V. Ça, c'est pas une mâchoire qui va avoir la place pour accueillir toutes les dents. Et puis quand les patients ils arrivent trop tard, on a le même schéma, des arcades en V, un palais hyper profond et blanc. Et là où j'ai fait les petits cercles, en fait, c'est la place normalement pour mettre des canines. Des canines définitives, généralement, ça fait entre 7 et 8 mm. Et là, elle a 0 mm, cette patiente. Donc une fois qu'ils arrivent trop tard comme ça dans nos cabinets, on est bien embêtés. Parce que ce qui peut se passer, c'est que quand les canines, elles n'ont pas la place pour sortir, malheureusement, des fois, elles peuvent faire des choses comme ça. Elles viennent manger, résorber les racines des incisives latérales. Et ça, c'est des choses qu'on veut évidemment éviter pour nos patients. Et puis, on a aussi les conséquences fonctionnelles. À gauche, là, on voit qu'on a le milieu du maxillaire qui n'est pas du tout en face le milieu mandibulaire. Ce n'est pas la mandibule qui est en tort dans cette histoire, c'est le maxillaire, encore une fois, qui est trop petit. Si le maxillaire il est trop petit, si le couvercle il est trop petit, la boîte, généralement, elle n'a pas d'autre solution que de se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Elle a été vers la droite, donc on a ce décalage. En soi, c'est pas très grave si ça reste temporaire. Au début, c'est juste la mâchoire qui va se décaler vers la droite, mais si le patient le laisse comme ça pendant des années et des années, c'est la mâchoire qui va grandir de façon asymétrique. Et puis là, on est encore aussi plus embêté. Au milieu, on a ce patient, il arrive comme ça au cabinet. On a la lèvre du haut qui est retroussée, on voit les dents. C'est pas normal de voir les dents d'un patient. Normalement, les lèvres, elles sont bien fermées devant. Et puis son décalage qui est là entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, avec sa petite mâchoire du bas vers l'arrière, permet l'interposition de sa lèvre.
Et ça, c'est pas bon parce qu'à chaque fois qu'on interpose la lèvre, eh ben, la lèvre du bas va pousser vers l'avant, encore plus vers l'avant les incisives du haut et va pousser encore plus vers l'arrière les dents du bas et augmenter, aggraver ce décalage. Et puis on va ici aussi avoir les conséquences sur la posture parce que, comme vous savez, les dents sont aussi une des entrées secondaires de la posture. Alors pourquoi un enfant respire par la bouche ? Tout simplement parce que c'est plus simple, parfois, et que l'air va emprunter le chemin de moindre résistance. Je m'en suis personnellement rendu compte quand, pendant le Covid, on a eu les masques FFP2 avec la petite barre en métal qui était un peu plus rigide. Et bien en fait, il suffit d'avoir une petite résistance au niveau de votre masque. Et moi, la première, je me suis mise à respirer par la bouche, alors que c'est pas du tout ma façon de respirer. Mais voilà, on se rend compte qu'avec juste une toute petite résistance, eh ben, c'est plus facile de respirer par la bouche. Les causes sont évidemment multifactorielles. Les deux principales sont comme l'hypertrophie des végétations et l'hypertrophie des amygdales. Et là, pour un petit rappel anatomique, la nomenclature a quand même changé là-dessus. Donc, les végétations, les amygdales, tout ça, ça fait partie de l'anneau de Waldeyer qui participe à l'immunité. Et donc, ce qu'on appelle les végétations sont maintenant devenues quand même les tonsilles pharyngiennes et les amygdales, les tonsilles palatines. Et donc, c'est ça qu'on va demander à l'ORL, justement, de regarder et de prendre en charge s'il y a besoin. Et donc, ces végétations, ces amygdales, de façon physiologique, elles ont un pic vers l'âge de 5 ans, 6 ans, où elles vont atteindre leur taille maximale. Elles vont grandir jusqu'à cet âge-là de façon physiologique et après, de façon physiologique, elles vont diminuer d'année en année. En revanche, le volume des voies aériennes, elle a une progression lente et linéaire, ce qui fait qu'à un moment donné, au début, on va avoir une petite gorge avec des grosses végétations, des grosses amygdales, et vers l'âge de 7 ans, 8 ans, et ben ça peut s'inverser, ça s'inverse souvent quand même de façon physiologique, parce que la gorge finit quand même par grandir, et les végétations, les amygdales involuent. Donc, si les ORL parfois nous disent on attend de voir comment ça évolue tout seul, eh ben c'est normal parce qu'on a ce phénomène-là qui est physiologique. Mais parfois, au vu des conséquences, est-ce qu'on a envie d'attendre ? Eh bien, pas toujours. Et donc, que faire ? Observer, questionner et adresser nos patients s'il y a besoin. Il faut déjà les repérer, ces patients dysfonctionnels. Les TROS, on l'a dit, c'est à peu près 3 à 5% des patients, mais des patients qui respirent par la bouche, on a beaucoup plus que ça. Et c'est des patients qui vont mal grandir. Donc, de façon assez simple, si vous voyez, l'observation, elle commence dès que votre patient passe la porte de votre cabinet. Si vous voyez que les dents sont visibles, c'est pas bon. Si vous voyez que les dents ne sont pas visibles, mais que les lèvres sont quand même entr'ouvertes, c'est pas bon. Si la lèvre inférieure s'interpose entre les dents, c'est pas bon. Si quand on demande de fermer les lèvres, on a les muscles, comme j'ai dit, de la bout du menton qui se contractent, c'est pas bon. Et si vous demandez à votre patient de fermer les lèvres et qu'il n'arrive même pas à les fermer plus de 5 secondes, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à regarder. L'exemple de cette patiente qui arrive au cabinet comme ça, encore une fois, on a la lèvre du haut qui est retroussée, les dents, elles sont hyper visibles, la lèvre s'interpose, et là, quand elle sourit, on va voir les dents qui sont complètement parties vers l'avant. Et puis là, j'ai pas fait exprès, mais elle a aussi un impact sur son incisive. Si les lèvres ne sont pas là pour protéger les dents et qu'en plus ces dents sont vers l'avant, quand ça tombe, ça casse les incisives. Et en bouche, eh ben, ça fait ça, la lèvre qui s'interpose. On a des incisives qui sont normalement faites pour inciser. Si elles ne se touchent pas, elles ne peuvent pas fonctionner. Et on a le faciès, donc adénoïdien, dont nous a parlé Thierry. Donc ça, c'est quelque chose qui a été décrit vraiment très tôt, en 1996. Ce qui est classique, c'est de voir les fentes palpébrales, donc les yeux qui tombent un petit peu vers le bas. On va avoir des cernes, des enfants qui sont fatigués à 7-8 ans. C'est pas normal. C'est pas normal de voir des cernes. On peut avoir les narines qui sont pincées, les lèvres ouvertes, et donc cet étage inférieur augmenté. Ça, c'est ce qu'on a décrit comme vraiment classique du respirateur buccal. Mais il faut quand même faire attention parce qu'au final, les récentes études montrent que ça représente à peu près que 34% de ces patients. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le faciès qui va nous aiguiller.
Il faut aussi regarder le score de mal-empathie. C'est un test facile à faire. On fait ouvrir le patient et on regarde un petit peu l'obstruction langue baissée de l'oropharynx. Plus on se dirige vers une classe 3, vers une classe 4, évidemment, plus le risque d'apnée du sommeil, de ventilation orale est augmenté. On va regarder aussi les amygdales, du score de 0 à 4, du score de Friedman. Pareil, si on voit que les amygdales prennent de plus en plus de taille dans l'oropharynx, de place, on est plus à risque de faire des apnées du sommeil, de respirer par la bouche. On va également regarder le frein. Un frein qui est court ne peut pas permettre à la langue de se positionner au palais, et donc le palais ne peut pas grandir. Donc ça, c'est à voir avec le dentiste, généralement, qui les fait. Certains ORL aussi le font. Et là, j'insiste, pour tous ceux-là qui font les chirurgies, les séances de rééducation linguale, elles sont à faire avant la frénectomie. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut que le patient il sache faire les exercices. On peut déjà augmenter en plus la longueur du frein avant même de faire l'intervention. Et parfois même, on peut éviter l'intervention en gagnant grâce aux séances de rééducation linguale. Donc, ce n'est pas une fois qu'on a fait la frénectomie que le patient il a mal qu'on va lui apprendre à faire des exercices. Non, il faut que ce soit vraiment fait et intégré avant pour qu'une fois qu'il a fait la chirurgie, il puisse les faire rapidement. Et puis, vous regardez aussi un petit peu l'occlusion. Tout ça, toutes les images que vous voyez, ça, c'est des problèmes de position de la langue. Donc, il faut aussi regarder un petit peu comment ça se passe en bouche. Et puis après, évidemment, il faut les questionner, les patients. Alors, pour les apnées du sommeil, il y a le questionnaire Stop Bang, qui est un classique des questionnaires pour les apnées du sommeil. Alors moi, j'ai fait un petit peu mon mélange avec les questionnaires qu'on peut retrouver sur l'application du réseau Morphée, le questionnaire de Talmand, etc. Donc moi, j'ai découpé en 5 grandes parties. Dans l'anamnèse médicale, ce que je vais regarder, donc j'ai posé plusieurs questions. Votre enfant a-t-il déjà été opéré? Ça, c'est une question hyper importante. Et souvent, je demande est-ce qu'il a eu végétation et amygdale de retirer, parce que des fois, les parents, ils oublient qu'ils ont été opérés de ça. Ça va me donner un indice s'ils sont à terrain prédisposés pour avoir ce type de problème. Et on va également demander s'ils ont une anesthésie générale qui pourrait avoir eu un impact au niveau des troubles de l'articulation aussi. Dans les fonctions et parafonctions, on va demander si l'enfant il fait régulièrement des sinusites, des otites, des rhinites. Est-ce qu'il a tendance à respirer par la bouche ouverte? Est-ce qu'il a tendance à manger la bouche ouverte? Alors des fois, ils ne peuvent pas vous dire s'il respire la bouche ouverte, mais quand vous demandez s'il mange la bouche ouverte, ça c'est un très bon indicateur. Parce qu'en fait, un patient, alors des fois ça peut arriver que ce soit aussi de la malpolitesse, mais quand même, un patient qui n'arrive pas à respirer par le nez, il n'arrivera pas à manger la bouche fermée, parce qu'en fait, il va s'étouffer tout simplement. Donc, des fois, ils savent pas trop vous dire. Donc, vous demandez, est-ce que vous dites souvent ferme ta bouche quand tu manges? Et là, les parents, ils répondent oui. Et donc voilà, ça peut aussi un petit peu vous aiguiller. Au niveau du sommeil, on va demander si l'enfant a tendance à dormir la bouche ouverte. Est-ce qu'il dort la tête en extension? Quand ils mettent la tête en extension, comme ça, les patients, c'est pour laisser passer l'air un peu plus facilement. Est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il y a de la bave sur l'oreiller? Est-ce qu'il se réveille pour aller faire pipi la nuit? Ou est-ce qu'il fait encore pipi au lit? Et là, vous serez très étonné, si vous posez vraiment les questions à tous vos patients, des enfants à 8 ans qui font encore pipi au lit. C'est quand même pas anodin, mais les patients, alors surtout chez l'orthodontiste, ils vont sûrement pas s'amuser à nous dire ça en première intention, mais c'est important de poser ces questions. Est-ce qu'il dort avec une bouteille d'eau au pied du lit? Tout ça, c'est des petits indices qui, en fait, mis bout à bout, en fait, quand il y a juste une question où ils nous disent oui, c'est peut-être pas très grave et on va pas investiguer plus. Mais si sur toutes ces questions, à chaque fois qu'ils mettent oui, là, on va commencer à se poser la question si on adresse. Et il faut quand même bien garder aussi en tête que les enfants ne se plaignent rarement. Un enfant qui respire pas bien par le nez, il va pas s'en plaindre parce qu'il va pouvoir respirer par la bouche. Un enfant qui dort pas bien, il va pas s'en plaindre parce que son corps va compenser. Donc il faut faire attention à ça, il faut faire attention aux parents qui trouvent il ronfle par le nez, il ronfle la nuit, c'est trop mignon. On passe le côté mignon et puis après on investigue un petit peu derrière parce qu'il y a aussi les parents qui se rendent pas forcément compte. Donc voilà, il faut poser les bonnes questions et en fonction ensuite adresser à qui
Et bien évidemment, si le nez ne respire pas bien, c'est à l'ORL qu'il faut adresser, qui va faire ces petits tests, prescrire des corticoïdes ou réaliser l'ablation des végétations et des amygdales. On va adresser vers le pneumologue si jamais on a une suspicion d'apnée du sommeil ou de trosse. Et puis, il y a toute cette ribambelle de professionnels de santé, heureusement qu'on a en Calédonie. Les nutritionnistes, dans le cas de patients qui sont en surpoids. Les dentistes, ils sont en première loge aussi pour dépister tous ces problèmes et réaliser les frénectomies linguales aussi si besoin. Les ostéopathes, les podologues dans les cas de troubles de la posture évidemment, les orthophonistes et les kinés qui sont indispensables à la prise en charge de ces fonctions. Et puis il y a nous aussi orthodontistes. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans le cadre des apnées du sommeil, on a 2 traitements qui sont validés complètement par la science. On a l'expansion maxillaire rapide et les appareils qui font de l'avancée mandibulaire. Donc on a cet appareil qui s'appelle un disjoncteur. Il va être fixé sur les molaires, donc les dents de 6 ans, mis en place. Et en fait, il va avoir un vérin en son centre. On va donner une petite clé d'activation aux parents. Et c'est les parents qui vont, eux, activer l'appareil. Généralement, c'est 1 à 2 fois par jour pour faire grandir la mâchoire. Là, ce n'est pas les dents qui vont bouger. On va réellement ouvrir la suture palatine. Et en ouvrant la suture palatine, on va ouvrir le volume des fosses nasales. Donc les indications, il faut évidemment qu'on a un défaut de transversal du maxillaire, associé ou non à un trouble ventilatoire. L'idéal, c'est entre 7 et 10 ans, parce que cette suture, elle n'est pas encore synostosée. Vers l'âge de 11-12 ans chez les filles, et 13-14 ans chez les garçons, là, ça commence déjà à être limite. Alors, souvent, on tente quand même, mais parfois, la suture, elle est déjà ossifiée et c'est trop tard. Et quand c'est trop tard, malheureusement, après, ça devient chirurgical. Donc, c'est pour ça que voir les enfants tôt, s'il y a un problème, permet des fois d'éviter des chirurgies à l'âge adulte. Donc, on a une revue systématique de 2023, assez récente, qui nous dit que la disjonction maxillaire rapide entraîne une augmentation significative et stable des volumes et des espaces naso-oropharyngés, ainsi qu'une diminution de la résistance des voies aériennes chez l'enfant et chez l'adolescent. Et là, on a un petit cas, donc c'est la patiente que je vous ai montré tout à l'heure qui contractait son menton là. Quand elle arrivait, elle était comme ça à gauche. Alors en soi, on peut se dire bon, ça va. Et puis on pose quand même les questions. Et cette patiente, elle m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je l'ai envoyée chez Thierry. Et puis en fait, elle fait 14 apnées par heure. Et donc, même si elle ne présente pas une vraie endognathie, on a juste les dents qui rentrent un peu vers l'intérieur, on a quand même pris la décision de poser un disjoncteur. Et là, on le voit sur la photo de droite. Donc c'est en 14 jours. C'est extrêmement rapide comme appareil. On va voir ce très beau diastème se créer. Donc évidemment, on prévient les parents, parce que sinon, ils se posent des questions quand ils voient ce diastème apparaître. Et là, voici donc le avant-après. On n'a pas complètement fini, mais en soi, il n'est pas spectaculaire. On voit quand même que la dimension transversale du maxillaire s'est considérablement élargie. On a également fait grandir la mâchoire du bas, mais ce qui est très important, c'est les signes et ce que nous rapportent les parents. La patiente, tout de suite après la pose de l'appareil, donc en 2 semaines, nous disent elle est moins fatiguée, il n'y a plus de ronflement, elle ne dort plus la tête en extension, il n'y a plus de bave et il y a moins de migraines. Et ça c'est une réussite. Donc ce qui est important dans la prise en charge orthodontique, c'est vraiment d'augmenter cette boîte à langue. Le patient qu'on a vu tout à l'heure en haut à gauche, quand vous regardez sa mâchoire en bas, si on compte le nombre de dents, en fait, on se rend compte qu'il manque une incisive. Il a vraiment des arcades qui sont extrêmement étroites. Et donc, voilà, on met en place nos appareils en haut, en bas. On augmente le volume de la bouche. Et en haut, on voit qu'on peut se permettre même d'avoir des petits espaces pour que les canines puissent évoluer de façon physiologique. Et en bas, on a réussi à mettre en place cette incisive qui nous manquait complètement. Ce patient-là, si on l'avait intercepté à 11 ans, on n'aurait jamais pu le traiter sans extraction. On est quand même sur des cas qui sont importants. Et donc là, je me permets une petite aparté sur justement les extractions. Nous, notre but, ça va être toujours d'augmenter le plus possible la taille des mâchoires pour être le plus physiologique possible et permettre ces fonctions, le bon fonctionnement de tous les muscles.
Quand les patients ils arrivent trop tard, comme ce petit jeune, et ben là on voit bien sur les canines qui sont complètement en dehors de l'os. On ne peut pas non plus faire trop grandir les mâchoires, c'est pas possible. Il faut qu'on reste quand même au sein de nos bases osseuses. Et donc on ne peut pas toujours élargir autant qu'on voudrait. Et ce patient, le résultat, il est plutôt, il est très bien, mais on a dû extraire des dents sur ce patient. Au niveau du profil, eh bien, on se rend compte que ça n'a absolument rien changé. Et puis j'ai quand même un peu enquêté entre le lien sur les extractions et sur les trosses, et il n'y a aucun lien, en tout cas à l'heure actuelle, qui n'a été prouvé sur le fait que extraire des prémolaires va participer à l'apparition de trosses. Donc, ces extractions de prémolaires, est-ce qu'elles sont évitables? Souvent oui, si on arrive à intercepter tôt le patient, mais malheureusement, parfois, elles restent toujours nécessaires. Et ensuite, donc, dans le traitement des trosses, on a parlé aussi de l'avancée mandibulaire. Donc c'est un appareil qui va propulser la mâchoire du bas vers l'avant, et en la propulsant vers l'avant, ça va stimuler les petits cartilages de croissance et donc faire grandir cette mâchoire. L'idéal, c'est juste avant le pic de croissance pubertaire, donc 10-13 ans chez la fille et 12-14 ans chez le garçon. Le problème, c'est que on a ce risque traumatique des incisives et qu'on ne peut pas vraiment laisser un enfant qui a les dents vers l'avant projetées comme ça, avec ce risque de se casser les incisives. Donc, en fonction de la sévérité, et souvent c'est comme ça, on se doit d'intervenir un petit peu avant. Et puis après, c'est au-delà, c'est au cas par cas. Évidemment, plus on agit tard, et après, plus le cas devient chirurgical. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez un petit peu de cette conférence, rappelez-vous que le nez, il est vraiment au sommet de la pyramide, et que sa dysfonction peut engendrer à lui seul une cascade de conséquences très complexes. Si vous prenez en charge la langue, si vous prenez en charge les mâchoires, mais que vous n'avez pas pris en charge le problème de la ventilation, eh bien, soit vous n'allez pas réussir à correctement traiter votre patient, et en plus, vous allez vous exposer à un risque de récidive, évidemment. Donc, un enfant qui respire la bouche ouverte, ce n'est jamais physiologique. Un enfant qui ronfle, on fait attention. On a tout ce qui est parafonction, le pouce, la tétine, etc. Ça, c'est des mauvaises habitudes, c'est des parafonctions qu'il faut supprimer le plus tôt possible. Consulter un orthodontiste donc vers l'âge de 7 ans. Nous, généralement, on a besoin que les dents de 6 ans soient suffisamment sorties pour pouvoir poser nos appareils. Donc 6 ans, c'est souvent un petit peu tôt, et donc voilà, vers l'âge de 7 ans, c'est là où on peut agir, sauf si vraiment vous voyez qu'il y a des gros défauts de malposition des mâchoires, etc. Vous pouvez évidemment les envoyer avant, mais voilà, dans tous les cas, consulter vers 7 ans, c'est bien. Et puis, discuter avec les correspondants pour une prise en charge optimale afin d'agir au bon moment. Donc il faut traiter, oui, et avec discernement. Ce patient-là, il a des amygdales de stade 3, mais il respire hyper bien. Il n'a aucun problème pour dormir, tout va très très bien. Il n'y a aucune raison de lui retirer ses amygdales. Cette femme qui a une hyperdivergence, sa mâchoire du bas, elle est extrêmement verticale, mais si on regarde son profil sous-nasal, eh ben, les lèvres se ferment correctement, et ça ne lui a pas empêché de finir Miss Univers. Donc on peut aussi grandir avec des mâchoires qui grandissent de façon extrême dans un sens ou dans l'autre, et quand même rester harmonieux. Il faut intervenir à partir du moment où on pense que le patient grandit pas bien et qu'il pourrait grandir mieux. Et puis, enfin, ne promettez jamais une guérison. Tous ces problèmes de respiration, de malocclusion, de malformation crânio-faciale sont multifactoriels. On a l'environnement, on a la génétique, on a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Et souvent, voilà, il y a besoin quand même de l'apport de plusieurs professionnels de santé pour aboutir au bon résultat. Et donc, à nous tout seuls, il ne faut pas qu'on promette une guérison, parce qu'on ne peut pas toujours y arriver. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je laisse la place à Marine. Je vais prendre le petit point.
tourne vers là. Ok, du coup, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marie Nourmé. Je vais voir avec vous la kinésithérapie au service des dyspraxies orofaciales ce soir pour terminer la conférence. Alors, en introduction, on verra dans une première partie la définition des praxies orofaciales. Dans un deuxième temps, nous aborderons ces praxies en fonction de l'âge, donc pour comprendre ce qui est physiologique chez nos petits patients. Ce qui nous permettra ensuite d'aborder en troisième partie les dyspraxies orofaciales et ainsi donc mieux comprendre la pathologie. Dans une quatrième partie, on abordera les liens qui existent entre les trosses chez l'enfant et les dyspraxies orofaciales dont nous aurons parlé juste avant. En cinquième partie, nous verrons ce que nous dit la dernière littérature sur l'impact de la kiné sur les trosses chez l'enfant. Dans une sixième partie, nous verrons donc le bilan kiné qu'on réalise au cabinet. Donc, qu'est-ce que je recherche chez ces patients-là? Qu'est-ce que je dois observer? Dans une septième partie, donc, quels sont les objectifs que nous allons proposer et quelle rééducation nous allons réaliser? Et puis en huitième partie, la conclusion. Donc on démarre avec l'introduction sur les praxies orofaciales. Donc je vous ai mis la définition de Piaget en 1936. Donc ça regroupe un ensemble des fonctions de coordination et d'adaptation des mouvements volontaires orientés vers un but qui permet d'interagir avec le monde extérieur et qui sont issus d'un apprentissage. Donc on élimine ici tous les mouvements réflexes, tous les mouvements innés. Au niveau facial, nous avons donc des mimiques, mais nous avons également 4 fonctions primaires, on l'a dit tout à l'heure. Donc la ventilation dans un premier temps, la déglutition, la phonation et la mastication. Donc je vous remets la fameuse pyramide. Donc toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions vitales qui concernent donc tous nos petits patients, qui sont interdépendantes les unes avec les autres. Et nous avons donc en haut de cette pyramide la ventilation qui va venir conditionner toutes mes praxies faciales que sont donc la posture de ma langue, la déglutition, la mastication et la phonation. Donc en fonction de l'âge, pour voir ce qui est physiologique maintenant. Donc on démarre avec la ventilation, c'est le plus important. Donc cette ventilation, on l'a dit juste avant, elle doit être nasale. C'est la ventilation que l'on qualifie de spontanée et d'exclusive, qui est dite optimale, donc de jour comme de nuit, à l'inspiration comme à l'expiration, au repos comme à l'effort. Au niveau des fonctions du nez, on l'a déjà vu juste avant, donc un rôle de croissance. Donc rôle de croissance au niveau facial, que ce soit donc ma croissance septale, ma croissance sinusale, ma croissance au niveau de mon maxillaire supérieur. Un rôle donc de ventilatoire avec le conditionnement de l'air inspiré. Un rôle immunitaire avec donc dans ma muqueuse toutes mes cellules ciliaires qui me permettent de venir filtrer l'air inspiré. Et un rôle d'olfaction avec donc dans cette muqueuse les cellules olfactives qui vont venir directement communiquer avec le bulbe olfactif que vous avez juste au-dessus. Donc 4 fonctions primordiales qui sont réalisées par le nez. On enchaîne ensuite avec les praxies linguales. Donc d'abord la langue qui a un rôle fonctionnel évolutif et ensuite la déglutition, comportement inné dont le contrôle est subconscient qui évolue également avec l'âge et le contexte anatomique. Alors, on démarre avec une langue au repos chez les tout-petits, chez le nouveau-né. Nous avons une langue qui est basse, qui est étalée entre les arcades. À partir de l'âge de 7 ans, je dois avoir une langue qui monte au palais et dont la pointe dorsale se positionne sur les papilles bunoïdes, donc juste derrière mes incisives centrales supérieures. Ensuite, on démarre avec les fonctions de la langue, et la première, c'est la déglutition. Donc, on a ce qu'on appelle dans un premier temps la déglutition primaire ou la déglutition infantile. C'est ce qu'on appelle le réflexe inné de succion-déglutition. Donc, la bouche a un rôle de pompe aspirante, il y a un vide intrabuccal qui se fait, et nous avons un recrutement de la sangle périorale chez le jeune enfant. Cette déglutition-là est considérée comme pathologique au-delà de 3-4 ans. Donc d'où l'importance de vérifier notamment en cabinet tous les patients qui viennent encore avec la tétine, le biberon, la sucette. Là, rapidement, on explique aux parents que c'est important de l'enlever.
pour ensuite passer ce qu'on appelle à une déglutition secondaire ou mature. Donc là, on a une langue qui vient déglutir au palais, donc au même endroit que la position de repos, et on a des lèvres qui sont jointes, sans effort ni crispation. Je n'ai aucunement besoin de recruter ma sangle péribuccale. Il n'y a que la langue qui travaille. Ensuite, on a la fonction masticatoire. Donc cette fonction-là, elle est très importante puisqu'elle va regrouper d'autres fonctions, dont la fonction sensorielle, sécrétrice, fonction également de préhension et fonction posturale. Donc normalement, à partir de 6 mois, j'ai une fonction de préhension et de morsure qui va petit à petit prendre place suite à la fonction primaire de tété qui va régresser. Et à partir de l'âge de 1 an, normalement, j'ai une mastication unilatérale qui est alternée. Dernière fonction de la langue, fonction de la phonation, avec 4 lettres que l'on appelle les palatales, LNDT, dont le lieu d'articuler se situe au palais, qu'on travaillera également en rééducation. Donc, toutes ces praxies faciales ont un rôle primaire très important sur la croissance faciale, on l'a dit déjà juste avant, avec la fonction linguale qui va permettre d'assurer l'élargissement du coup de mon maxillaire supérieur via des pressions sur ma suture intermaxillaire lors des mouvements de succion, de déglutition, de mastication. On rappelle quand même le rôle majeur de la déglutition, qui est le principal moteur de croissance du massif facial osseux, via les petites pressions de la langue sur ma paroi palatine osseuse. Je vous ai mis également ce schéma qui est très important pour vous expliquer que normalement nous avons les arcades dentaires qui doivent rester dans un couloir dentaire. Ce couloir dentaire, il est régi par des forces, par une paroi musculaire médiale, qui est la paroi de la langue, et par une paroi latérale, qui s'applique avec les muscles jugaux et les muscles labiaux. Si j'ai des forces résultantes qui sont perpendiculaires à l'axe de la dent, j'aurai une migration de ces dents. Donc, au niveau kiné, il est important pour moi de vérifier que ces 2 parois musculaires, médiale et latérale, chacune garde sa place et chacune soit fonctionnelle. Normalement, dans un cas physiologique, ces parois sont purement en équilibre, autant au repos qu'en fonction. Donc ça, il faudra faire attention en rééducation. On termine les praxies avec les lèvres. Donc on l'a dit juste avant, au repos, à la déglutition, normalement, elles sont immobiles. Elles sont jointes sans effort ni crispation. Au niveau de mon sourire, j'ai des cadrans qui, normalement, doivent être symétriques et équilibrés. Et on termine avec le sillon labio-mentonnier que l'on reverra lors du bilan. Normalement, je dois être capable de réaliser 3 plis perpendiculaires sur sa longueur. Donc, une fois qu'on a vu les praxies, nous allons pouvoir aborder les dyspraxies. Donc, je vous ai mis la définition de la HAS en 2017 qui définit donc une dyspraxie comme un trouble de l'acquisition, de la coordination de mes praxies. Je vais avoir donc plusieurs conséquences. Des conséquences sur la croissance faciale, on l'a dit juste avant, de la récidive également de mes dysmorphies crânio-faciales, des pathologies aussi loco-régionales et ou d'ordre général, et enfin des conséquences sur la posture. Donc on démarre toujours avec mon sommet de la pyramide qui est ma ventilation. Donc la ventilation dyspraxique, c'est soit une ventilation qui est mixte, soit une ventilation qui est buccale. 2 possibilités, soit j'ai une obstruction nasale, soit je n'en ai pas. Si j'ai une obstruction nasale, plusieurs possibilités. Est-ce que j'ai une étiologie dysmorphique ? Est-ce que j'ai une sténose, un collapsus narinaire? Est-ce que j'ai une déviation de mon septum? Est-ce que j'ai une hypertrophie de mon cornet moyen inférieur, de mes végétations, de mes amygdales? Si c'est le cas, on réoriente chez le professionnel concerné. Deuxième possibilité, soit j'ai une étiologie dysfonctionnelle. Donc soit j'ai des rhinites allergiques, soit j'ai des allergies, donc rhinopathie, des polypes, une mauvaise hygiène. Donc pareil, si besoin, donc dans ce cas-là, obstruction nasale, on réoriente rapidement chez le professionnel. Deuxième partie qui du coup me concerne beaucoup plus, si je n'ai pas d'obstruction nasale. Soit j'ai une immaturité de ma ventilation, donc ça on le travaillera en rééducation. Soit j'ai une posture de ma langue qui est dyspraxique, soit j'ai une inocclusion labiale de repos, tout ça on le travaille en rééducation. Et je vous ai mis quand même en une petite dernière partie, mauvaise habitude, ce qui est assez rare, que tout soit au vert, mais que seulement ce soit une mauvaise habitude, mais chez certaines personnes ça peut quand même arriver.
Normalement, on a quelque chose à travailler quand même. Donc cette ventilation qui est mixte ou buccale, c'est une ventilation qui n'est pas physiologique. C'est un comportement acquis. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle est uniquement tolérée lors de l'effort physique intense. C'est donc une respiration qui doit être purement transitoire. Donc pour les conséquences locaux-régionales, on l'a déjà dit aussi, j'aurai donc une absence de filtration, d'humidification et de réchauffement de mon air. Et donc j'aurai un dérèglement au niveau de la thermorégulation du cerveau. En plus de ça, j'aurai des infections ORL à répétition avec un sommeil qui sera perturbé suite à l'épuisement de mon système immunitaire. Ensuite, on s'attelle aux dyspraxies linguales et labiales. Donc souvent, on parle de triptyque dysfonctionnel. Professeur Château disait tout bon ou tout mauvais. Souvent, quand j'ai une posture de la langue qui est dyspraxique, j'ai également une déglutition et une phonation qui est également dyspraxique. Donc là, je vous ai mis des petites photos. Donc nous avons, comme on l'a vu tout à l'heure, une jolie béance là, avec une petite langue qui s'interpose, également là sur les côtés. Nous avons un recrutement là de la sangle péribuccale lors de la déglutition qui normalement n'a pas lieu d'être. Je fais un petit point aussi sur ces questions qu'il faudra poser lors du bilan. Donc les parafonctions, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore une succion du pouce, de ma tétine? Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes avec les enfants qui mettent les stylos dans la bouche, ronger les ongles? Ça peut être également du bruxisme ou de la mastication unilatérale. Donc ça, c'est des pistes qu'il faut également aborder lors du bilan. Alors maintenant, nous allons voir le lien qu'il existe entre l'étроche chez l'enfant et les dyspraxies orofaciales. Donc, on l'a vu avec Dr Langin, nous avons des facteurs qui sont purement génétiques et purement anatomiques. Là, je vous ai juste remis les facteurs fonctionnels et de croissance. Donc, ces facteurs-là vont avoir une action sur la réduction de la perméabilité de mes voies aériennes supérieures et donc un défaut de croissance crânio-faciale. Donc ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être une inflammation de mes tissus oropharyngés et en ce qui me concerne, ça peut être une hypotonie orofaciale et une dysfonction ventilatoire. Donc moi, je vous ai pris en exemple cette petite bulle. Et du coup, on va revenir à ma ventilation buccale qui est une ventilation dyspraxique. Donc, qui dit ventilation buccale dit forcément une position anormale de la langue avec une langue qui est basse et des dyspraxies orofaciales qui vont avec. Si j'ai des dyspraxies, une position anormale de la langue, j'ai, comme on l'a vu avant, un défaut de croissance de ma cavité buccale et de mes voies aériennes supérieures et donc une diminution du calibre de mes voies avec possibilité d'introse. Deuxième possibilité, ventilation buccale égale inflammation de mes tissus oropharyngés avec des infections ORL qui peuvent apparaître. Encore une fois, une diminution du calibre des voies et possiblement introse. Dernière possibilité, une hypotonie de mes muscles orofaciaux et donc un collapsus plus important au niveau des voies aérosupérieures lors du sommeil. Et donc, un calibre de mes voies aériennes supérieures qui diminue, et donc des troubles respiratoires obstructifs du sommeil chez l'enfant. Ok. En cinquième partie, on va voir du coup ce que dit la dernière littérature sur l'impact et les bénéfices de la kiné sur le TROS. Donc, je vous ai pris les 4 derniers papiers qui sont sortis. Donc sur PubMed, ce sont des revues de la littérature ou des méta-analyses. Donc ça aborde l'impact de la... Alors on parle de thérapie myofonctionnelle, donc c'est la kiné maxillofaciale, notamment dans le cadre d'obstruction, apnée obstructive du sommeil. Donc dans un premier temps, je vous ai mis en introduction les 5 points importants de manière générale que j'ai retenus sur la lecture de ces articles. On a une prévalence du SAOS qui varie entre 1 à 4%, avec un pic observé vers l'âge de 10 ans lorsque le système lymphatique atteint son développement maximal. En deuxième point, nous avons des questionnaires et une anamnèse clinique qui n'apparaissent pas suffisants pour le diagnostic du SAOS. Donc la polysomnographie reste l'examen de référence qui nous permettra ainsi de calculer l'indice d'apnée-hypopnée et ce qui nous permettra de suivre l'évolution chez nos petits patients.
Troisième point important, on a quand même l'adéno-amydalectomie qui reste le traitement de première intention. Cependant, dans plus d'un cas sur deux, l'approche chirurgicale ne suffit pas à traiter complètement le SAOS pédiatrique. Et nous avons jusqu'à 68% des patients qui peuvent présenter une récidive post-chirurgicale. Quatrième point, Raphaël vous l'a dit juste avant, on a quand même des caractéristiques crânio-faciales qui sont associées à un risque accru de symptômes dans le SAO chez les enfants, donc macroglossie, une grosse langue, une posture incorrecte de la langue, une rétrognatsie mandibulaire, une déficience, on l'a dit, maxillaire transversale, une voûte palatine étroite, une hyperdivergence et une position antéro-infériorisée de mon osioïde. Et dernière partie, nous avons donc la définition de la kiné maxillofaciale. Donc le principe de cette thérapie repose sur des exercices isotoniques et isométriques qui favorisent la sensibilité, la proprioception, la mobilité, la coordination et la force des structures orofaciales. Alors, au niveau des résultats, donc là on parle des patients qui ont réalisé de la kiné maxillofaciale. Donc résultat numéro 1, j'ai une réduction importante, une réduction significative de mon indice d'apnée-hypopnée, donc 62% chez les enfants donc, atteints de SAOS versus 43% dans une deuxième étude. Résultat numéro 2, lors d'un suivi à 4 ans, les enfants qui ont pratiqué de la kiné maxillofaciale à long terme sont restés guéris du SAOS, tandis que le groupe témoin qui n'avait pas réalisé de kiné a présenté une récidive. Et résultat numéro 3, j'ai une amélioration de ma saturation en oxygène moyenne, donc uniquement chez les enfants qui ont un SAOS léger à modéré, et également une amélioration de la force de ma langue. Alors, au niveau de la discussion, on a quand même encore une certaine hétérogénéité dans les protocoles, dans la littérature, notamment pour tout ce qui est modalité d'exercice, la fréquence, la durée des séances de kiné. Donc ça, il faudra le retravailler par la suite. Et deuxièmement, on a quand même une efficacité des séances de kiné qui va être influencée par l'observance et par la motivation, qui est bien évidemment plus compliquée à un certain âge, et qui du coup sera directement dépendant de la coopération parentale. Alors maintenant, on va aborder le bilan. Donc je vous ai mis là en photo le bilan que je réalise au cabinet. Donc qu'est-ce que je dois rechercher chez ces patients et qu'est-ce qu'il faut que j'observe. Donc dans un premier temps, on fait l'anamnèse donc classique. Ensuite, on va aborder la partie donc dentition morphotype. Donc là, je vous ai remis à peu près les mêmes images qu'on a déjà abordées. Donc là, on a un défaut transversal de ma croissance au niveau du maxillaire. Là, j'ai un enfant qui est rétrognate avec donc une mâchoire du bas qui est vers l'arrière. Là, j'ai une hyperdivergence. Donc ça, c'est ce qu'on regardera dans un premier temps. Dans un second temps, on va réaborder donc tout ce qui est parafonction, habitudes nocives. Donc on le redit, on fait attention à la succion du pouce de la tétine. Est-ce que donc j'ai des parafonctions, donc je le redis avec les enfants qui mettent beaucoup de choses dans la bouche. Est-ce que j'ai du bruxisme? Est-ce que j'ai une mastication qui est unilatérale, qui est prédominante à droite ou gauche? Je vous fais un signal d'alerte ce soir sur ces gourdes qui sont à la mode en ce moment, les gourdes avec les pailles, et qui du coup vont remettre sur le tapis ma déglutition primaire de succion-déglutition. Donc on interdit ces gourdes, autant pour les enfants que pour les parents, on fait attention. Ensuite, on va aborder la ventilation. Donc là, je cherche, est-ce que j'ai une ventilation naso-nasale stricte, qui normalement est physiologique? Est-ce que j'ai une ventilation mixte? Est-ce que j'ai une ventilation buccale? Donc, on a remis le fameux profil adénoïdien dont on vous a déjà reparlé tout à l'heure. Je vais faire 2 tests au cabinet, donc le test de Rosenthal, où je demande à peu près pendant 30 secondes, au moins 10 cycles respiratoires à l'enfant de venir respirer exclusivement par le nez. Et normalement, on doit prendre le pouls au niveau de l'artère radiale pour voir si j'ai une augmentation du pouls. Si j'ai un enfant qui est bien évidemment incapable de respirer par le nez, je l'envoie directement chez le spécialiste concerné. Le test de Gödin que vous voyez juste ici.
Donc on vient de demander une occlusion labiale de repos. Le thérapeute vient faire un collapsus au niveau narinaire et on demande à l'enfant d'inspirer tout simplement par le nez pour voir si donc j'ai un réflexe narinaire correct et si mes muscles dilatateurs des narines sont fonctionnels, ce qui sera primordial pour avoir une respiration nasale fonctionnelle. Ensuite, on regarde, voilà, donc est-ce que j'ai des allergies, est-ce que j'ai de l'asthme, est-ce que je me mouche, est-ce que j'ai enlevé mes végétations, mes amygdales. Donc ça, c'est toutes les questions que l'on voit avec les parents. Ensuite, on aborde la question du sommeil. Donc ça, on l'a déjà vu également tout à l'heure, ce qu'on appelle les signes indirects nocturnes et les signes indirects diurnes. Donc nocturne, on le redit, est-ce que je respire par la bouche? Est-ce que je bave sur mon oreiller? Est-ce que j'ai besoin de boire la nuit? Est-ce que j'ai une bouche sèche au réveil? Est-ce que je transpire la nuit? Est-ce que je fais des périodes d'énurésie après au moins 6 mois de propreté, ce qui signe quand même un souci chez ces enfants? Est-ce que j'ai une position de sommeil en hyperextension cervicale? Ensuite, on a des signes indirects diurnes, donc les asthénies, des enfants qui ont du mal à se concentrer à l'école, une certaine agitation, des troubles de l'apprentissage, somnolence diurne, etc. Donc tout ça, c'est des signes qui vont nous alerter. Au niveau clinique pur, moi je regarde le score de mal-empathie, donc on l'a vu aussi également juste avant. Donc ce qui nous renseigne quand même sur le volume de la base de la langue. Et donc voir au niveau de ma lumière, là, des voies aériennes supérieures, si j'ai un passage de l'air qui est fonctionnel ou non. Et ensuite la classification de Brodsky, où je vois donc la trophicité de mes amygdales palatines. Donc là pareil, ça nous donne quand même... ça nous donne une information sur des possibilités de trosse. Ensuite, on regarde les lèvres. Donc, est-ce que j'ai une occlusion ou une inocclusion labiale de repos? Si j'ai une occlusion, est-ce que j'ai besoin d'avoir une contraction annexe? On l'a dit tout à l'heure, le mentalis, la sangle orbiculaire, la lèvre inférieure. Donc ça, c'est ce qu'il faudra travailler en rééducation. Je regarde au niveau de ma mobilité, au niveau du tonus de mes lèvres, pour voir si c'est fonctionnel. On l'a dit tout à l'heure, mon couloir dentaire doit être respecté. Donc j'ai autant la langue qui joue un rôle que ma sangle labiale et ma sangle jugale. Je regarde, on l'a dit tout à l'heure déjà, le sillon labio-mentonnier. Là, on voit donc chez cette patiente des lèvres complètement éversées, complètement atones, avec une inocclusion labiale. Là, on voit que pour fermer la bouche, j'ai donc besoin d'une contraction, notamment de mon mentalis ici, donc ce n'est pas fonctionnel. Et j'ai, chez les respirateurs buccaux, des lèvres sèches, ce qui nous donne également des indices. Alors, ensuite, on aborde la langue. Donc très important, on l'a vu juste avant, le frein de la langue. Toujours important de faire des séances de rééducation avant la phrénectomie s'il y a besoin. Donc là, on peut voir une petite langue en cœur, donc avec une langue qui est incapable de se positionner au palais. Cette phrénectomie linguale pourra être réalisée, on enchaînera directement les exercices après. Des fois, les séances de kiné au préalable suffisent à étirer suffisamment le frein et permettre du coup d'éviter une phrénectomie. C'est possible chez certains patients. Ensuite, on regarde la position de repos de la langue. Donc là, par exemple, j'ai une langue avec ce qu'on appelle des signes d'indentation latérale ou de festonnage. Donc ça me donne une idée déjà sur la position de repos. J'ai une langue qui doit être étalée puisque j'ai les empreintes dentaires sur ma langue. Là, j'ai une position de la langue qui est basse, qui est étalée entre les arcades avec une petite béance antérieure. Au niveau de la fonction de la langue, donc je regarde à la déglutition. Je regarde à la phonation, donc on a dit avec la prononciation des palatales, est-ce que ça se fait au palais ou non. Je regarde également mon tonus de ma langue et ma commande volontaire du mouvement. Donc chez cette patiente, on voit qu'on a une langue complètement atone, qui n'est pas capable de se contracter, et on voit qu'elle n'a pas de dissociation entre sa langue et sa lèvre inférieure. Et enfin, très important, je pose toujours la question quand même de la motivation chez le patient pour la rééducation linguale ou non, puisque malheureusement, ça sera extrêmement lié à la motivation du patient. Je vous ai mis en plus, si besoin, la fin du bilan que je réalise, notamment l'examen au niveau des ATM, s'il y a des douleurs, donc je mesure les amplitudes articulaires, on fait un petit bilan de la douleur, des signes associés, les acouphènes, les vertiges, etc., quand même assez rare chez les enfants. S'il y a des troubles mécaniques avec des cinétiques mandibulaires qui sont déviés,
Et on regarde au niveau articulaire et au niveau musculaire, un examen un peu plus approfondi s'il y a des douleurs ou des spasmes. Je regarde également en recherche complémentaire les troubles posturaux. Donc là, on l'a vu tout à l'heure chez les respirateurs buccaux notamment. J'ai une projection antérieure de ma tête avec un enroulement des épaules. J'ai une hyperflexion cervicale antérieure et une hyperextension cervicale haute. Et je pose également la question pour les cervicalgies. Dès le bilan, on vient poser et on vient expliquer les objectifs de rééducation avec le parent et avec l'enfant. Comme ça, on pose les bases dès le début. Alors justement, on y vient. 7e partie, quels sont les objectifs et quelle rééducation on va proposer ? Donc tout d'abord, on pose les objectifs. Donc déjà, objectif primaire, c'est d'identifier les obstacles à la rééducation. Est-ce que j'ai un frein de la langue trop court ? Est-ce que j'ai une cloison nasale déviée ? Si c'est le cas, moi, je réoriente directement. Ensuite, le but, on l'a dit, c'est de libérer la filière aérienne pour que j'ai une ventilation qui soit nasale exclusive. Donc dans ce cas-là, on commence directement à introduire au niveau ETP l'éducation à l'hygiène nasale avec le mouchage, etc. Et bien évidemment, obtenir l'adhésion du patient. Sans lui, on ne pourra rien faire. Ensuite, à moyen terme, on va conceptualiser la correction. Donc on va l'aborder avec lui en rééducation, on va la répéter. Et on va lui donner surtout les moyens musculaires et articulaires de pouvoir obtenir ces corrections. Donc s'il y a besoin, je viens masser, je viens étirer, je viens mobiliser pour qu'il soit en mesure de réaliser ces corrections. Et ensuite, sur le long terme, après, ça sera l'automatisation de mes corrections qui prendront à peu près entre 3 et 4 mois si les exercices sont bien réalisés. Deuxième partie, donc on l'a dit, je réoriente et je conseille dans un premier temps. Donc on le redit, j'élimine tous mes obstacles à ma ventilation, amygdale, végétation, etc. Réaliser une phrénectomie si j'ai une mobilité de la langue qui est réduite, puisque le rôle de la langue est primordial dans cette rééducation. Apprentissage précoce de mon mouchage que je vais réaliser dès la première séance en rééducation pour pouvoir obtenir une ventilation nasale fonctionnelle. Je demande aux parents de favoriser une alimentation non mixée dès la présence des dents, ce qui me permettra d'obtenir une croissance crânio-faciale importante, notamment au niveau de mon maxillaire supérieur. Et j'élimine les habitudes nocives, très importantes dans le dépistage. La succion non nutritive, donc on le redit, la tétine, le pouce, le biberon et toutes les parafonctions. Alors, on démarre avec la rééducation ventilatoire. Donc souvent, c'est des enfants qui ont une mauvaise perception de leur flux inspiratoire et expiratoire. Donc les objectifs premiers, ça va être déjà de prendre conscience de ma ventilation orale, de ma ventilation nasale, et ensuite essayer de maîtriser ce flux. Mes 3 objectifs de fin de rééducation, je veux un mouchage qui soit quotidien pour avoir une filière dégagée. Ce qui me permettra du coup d'avoir une ventilation nasale exclusive et également une sangle péribuccale avec des lèvres qui soient toniques et qui soient fonctionnelles. Quand j'ai ces 3 points-là qui sont au vert, je peux considérer que le travail est fait. Je vous ai remis donc en photo les fiches de travail que je donne aux enfants. Donc on démarre avec le travail d'éveil ventilatoire. Donc chez cette petite patiente, on démarre avec une respiration alternée. Donc je demande bien sûr une occlusion labiale de repos. En fonction de leur âge, je demande une position de la langue au repos en plus. Pareil pour venir tonifier au niveau de ma sangle, je demande de venir travailler l'occlusion labiale en venant serrer mon abaisse-langue. Ensuite, on travaille la proprioception, la tonification des lèvres et de la sangle. Donc ça peut être gonfler les joues, mettre de l'air au niveau de ma lèvre supérieure, au niveau de ma lèvre inférieure. On peut demander de venir bouder pour venir tonifier ma lèvre inférieure et venir étirer mon mentalis. Et après, on demande, donc moi je dis le muscle du rasage, tonification du coup de l'abaisseur du septum nasal et de ma lèvre supérieure. Donc ça, c'est les petits exercices qu'on fait dans un premier temps si besoin. Ensuite, pour tout ce qui est travail du flux, on peut le faire en séance en rééducation ou directement voir avec les parents. Donc ça peut être par exemple sur une bougie, essayer de venir incliner la flamme sans l'éteindre pour venir maîtriser le flux
ventilatoire ou directement l'éteindre. Ça peut être souffler sur un pissenlit, faire des petites courses de balles de ping-pong, gonfler un ballon. Donc il y a plusieurs difficultés aux exercices proposés. De temps en temps, pour les plus petits, on peut faire des quiz. Donc déjà, ce qui permet de rabâcher, moi, les messages importants aux enfants et aux parents, mais aussi me permet de faire des bilans intermédiaires pour voir si les messages d'ETP sont bien passés. On termine avec la rééducation donc des praxilinguales. Donc au niveau des objectifs, c'est pareil. On lutte dans un premier temps contre l'immaturité de ma langue. Donc là, on va travailler sur le schéma corporel, sur la proprioception dans un premier temps. Ensuite, il faut que le patient comprenne la praxie corrigée pour avoir une bonne représentation cérébrale du mouvement. Donc là, on va répéter les exercices. Toujours important de donner les moyens musculaires de pouvoir réaliser le mouvement que je lui demande. Donc s'il y a besoin, on étire, on tonifie, etc. en rééducation. Et dans un dernier temps, on automatise les praxies. Donc là, pareil, je vous ai remis la fiche que je réalise au cabinet. Donc dans un premier temps, on rabâche toujours les objectifs de rééducation. On va démarrer d'abord avec des exercices de proprioception et après de tonification musculaire. Donc au niveau de ma proprioception, ça peut être tirer la langue fine et pointue droit devant. Donc là, j'ai une belle dissociation avec ma lèvre inférieure, venir toucher les côtés, venir toucher le haut. Chez les petits, on utilise ce qu'on appelle des techniques d'incitation, donc notamment demander aux parents de mettre de la pâte à tartiner, de mettre de la confiture pour venir un petit peu chercher cet éveil au niveau de la sangle buccale, ou utiliser un bâton de glace à la maison, par exemple, pour venir travailler cette langue et lui donner l'habitude de commencer à monter vers le haut. Chez les plus grands, ça peut être de l'auto-incitation, donc comme vous voyez ici avec les doigts, on passe d'une langue qui est pas très tonique à une langue qui se contracte bien juste ici. Une fois que la proprioception est plus ou moins acquise, on va continuer avec de la tonification musculaire. Donc ça peut être une pression de la langue sur mes parois palatines, donc avec l'exercice du piston. Ça peut être de la résistance, donc toujours avec mon abaisse-langue. De la double tâche, ce qu'on demande après pour venir automatiser cette position de repos. Là, vous avez une petite échelle qui vous montre la progression de la tonification de la langue. Donc, on voit au début une langue qui n'a clairement pas de tonus. Là, on en a un petit peu. Là, on commence à être bien comme il faut. Donc, toujours cette fiche d'exercice qui continue. Dans un deuxième temps, après, on s'attelle à la déglutition. Une fois que j'ai une langue qui est un petit peu plus tonique, un petit peu plus fonctionnelle, je vais pouvoir faire l'étape d'après. Et ensuite, dernière étape, donc la phonation avec ces 4 lettres LNDT qui se réalisent au palais. Donc on a ce qu'on appelle des grilles de lecture, exprès avec donc beaucoup de LNDT pour s'entraîner à prononcer. Toujours des petits quiz de temps en temps pour les petits. Et d'autres fiches de lecture avec le restaurant de la langue au palais. Ils choisissent leur menu et on fait les recettes la langue au palais. Toujours faire attention donc pour rendre la chose un petit peu plus ludique chez les enfants. Alors au niveau de la conclusion, donc dépister précocement, donc très important en cabinet. Donc non seulement regarder au niveau de la ventilation, donc avoir une ventilation nasale. Si j'ai une ventilation mixte ou buccale, on fait attention. Des signes d'alerte au niveau du sommeil, donc les signes indirects diurnes, les signes indirects nocturnes. Et quand même beaucoup d'ETP auprès des parents pour tout ce qui est la succion, de la tétine, du biberon, etc. On enlève rapidement. En fonction, on réoriente chez le professionnel concerné, le pneumologue, l'ORL, l'orthodontiste, la kiné. Et ce qui nous permettra ensuite de faire un travail en pluridisciplinarité et ainsi de proposer aux patients un parcours de soins qui soit le plus optimal possible. Et voilà, merci beaucoup.